Par exemple, si nous parvenons à stabiliser la concentration atmosphérique en CO2 à 750 ppm d'ici à quelques siècles, ce qui est énorme, l'élévation de température en 2100 oscillera avec le modèle utilisé ici entre 2 et 3,5 degrés. Attention, ici nous ne sommes pas à 750 ppm en 2100, mais à terme. Et celle à terme, quelques siècles plus tard, serait comprise entre 2,7 et 7 degrés. On voit donc facilement que la température continue d'augmenter bien après 2100 et que l'augmentation résiduelle est d'autant plus forte que l'augmentation prévue à la fin du XXIe siècle, les journaux ne parlent que de celle-là, est déjà importante. Il est aussi facile de voir que l'élévation de température à terme pourrait être le triple de celle de 2100. Les ennuis ne sont pas terminés en 2101. Si on regarde ce que donnent les modèles, non plus sur un siècle mais sur une durée plus longue, quelques siècles, l'augmentation de température pourrait fort bien dépasser 10 degrés lorsque le maximum sera atteint, dans l'hypothèse haute où nous émettrions des quantités sans cesse croissantes de gaz à effet de serre pendant le siècle à venir. Bien sûr, le modèle ne reste pas forcément valable pendant des siècles, mais on peut alors raisonner de manière suivante. Soit notre système climatique reste à peu près ce qu'il est avec une telle augmentation de température, la prolongation du modèle qui représente le système climatique est donc valide à cette échéance, et un tel maximum n'est pas excluant. Les conséquences possibles engendrées par une telle augmentation, que la Terre n'a probablement jamais connue depuis qu'elle héberge la vie, en un laps de temps si court ne permettrait vraisemblablement pas le maintien de notre forme actuelle de civilisation et la vie confortable, voire même la survie pour une partie ou quelques milliards d'hommes sur la Terre. Soit le modèle climatique se modifie profondément bien avant, par suite d'une modification brutale d'une de ses composantes, voire risque et puis. Du coup, le modèle qui représente le système actuel n'est plus valide, et nous entrons alors dans l'inconnu, qui peut être plus agréable, mais aussi encore plus désagréable que ce que prévoit le modèle. Il faut rappeler que nous n'avons aucune visibilité historique, donc aucun moyen de savoir ce qui se passe en pareil cas, concernant une élévation rapide de température de quelques degrés au-dessus des températures actuelles. Mais où nous situons-nous dans l'échelle de température par rapport au passé ? Tous les passés ne sont pas d'un intérêt équivalent pour deux raisons. Tout d'abord, le phénomène qui nous intéresse maintenant se situe sur une échelle de temps très courte, en regard de l'âge de notre planète. Un siècle, cela fait 0,0000025% de l'âge de la Terre. Or, si on peut avoir une bonne idée des conditions moyennes qui régnaient à la surface de la Terre il y a longtemps, on ne sait pas comment les choses évoluaient sur un siècle à cette époque-là. Par exemple, on ne sait pas distinguer ce qui s'est passé entre moins 60 millions d'années et moins 59 999 900 ans. Comme nous nous intéressons essentiellement à la survie et au confort de notre propre espèce, s'intéresser à la survie du reste n'a de sens que si nous sommes toujours là. Sur une planète où des hommes auraient disparu, le fait de savoir s'il resterait des tigres est une question un peu secondaire. Ce qui s'est passé avant l'apparition de l'homme est moins intéressante que ce qui s'est passé après. Nous avons vu qu'en effectuant des forages dans les glaces polaires, il était possible de consulter les archives avec une précision acceptable pour les 400 000 dernières années. Cette période est déjà suffisamment riche en enseignements. Durant ces 400 000 dernières années, et pendant toute l'ère quaternaire, la cause première des variations du climat n'a rien à voir avec l'humanité, si l'on accepte le dernier siècle et demi bien sûr. À cette échelle planétaire, le climat a surtout ressenti la variation cyclique de certains paramètres astronomiques de la Terre qui ont modifié la quantité de rayonnement que notre planète reçoit du Soleil. Sur les 400 000 dernières années, ces variations atmosphériques ont produit 4 cycles à peu près identiques, d'un peu plus de 100 000 ans chacun, pendant lesquels il a fait assez froid pendant presque 100 000 ans, température moyenne de la planète inférieure de 5 degrés à maintenant, puis nettement plus chaud, température moyenne de l'ordre de ce que nous connaissons maintenant, pendant 10 à 20 000 ans. Évolution sur 400 000 dernières années de la température moyenne en Antarctique. Le zéro de l'axe vertical de droite correspond à la valeur actuelle. Cette variation de température est légèrement plus élevée que celle de la planète dans son ensemble. Attention, cette courbe se lit à l'envers. Plus on va vers la droite, plus on remonte dans le temps. Le fait que les oscillations soient plus importantes à gauche, donc récemment, tient à la meilleure précision des mesures quand on se rapproche de l'époque contemporaine. En particulier, sur les 400 000 dernières années, le maximum de la température annuelle de la température est de 1 à 2 degrés au-dessus de la température actuelle, 16 à 17 degrés au lieu de 15. La dernière fois était il y a 130 000 ans. On tire quelques conclusions importantes de ce qui précède. Nous sommes déjà dans une période chaude pour l'histoire naturelle de notre climat.
En toute bonne logique, nous devrions approcher de la fin d'une période interglaciaire et le climat devrait avoir naturellement tendance à se refroidir. Toutefois, un refroidissement ne se fait pas sur un siècle, même si la courbe ci-dessus a l'air pentue. Lorsqu'un refroidissement démarre, le rythme des évolutions est plus rapide sur la courbe ci-dessus, est en effet de quelques degrés en 5 à 10 000 ans, alors que des modèles nous prévoient une évolution de quelques degrés en un siècle, c'est-à-dire 50 à 100 fois plus vite. Une différence de quelques degrés de moyenne de température n'est pas un changement mineur, loin s'en faut. Avec 5 degrés en moins, le niveau de la mer avait baissé de 100 mètres environ, et on passait à pied sec de la France à l'Angleterre, et l'Europe du Nord était recouverte d'un immense glacier. Période glaciaire. D'immenses calottes épaisses de plusieurs kilomètres recouvrent l'Amérique et l'Europe du Nord. La France est recouverte d'un maigre steppe, bien incapable de nourrir des millions d'hommes. Période glaciaire. La température de l'Europe est plus basse de 8 à 10 degrés, mais celle des tropiques est un peu variée. Enfin, période glaciaire, on passe à pied sec de la France en Angleterre, la mer a baissé de 120 mètres. Sur le deuxième graphique. Comparaison entre l'âge glaciaire et la période actuelle sur l'Atlantique Nord. Il est évident que 5 degrés de baisse du thermostat planétaire se traduisent par une modification massive de l'environnement. À l'époque glaciaire, seuls quelques dizaines de milliers de chasseurs de rennes pouvaient survivre en France, où le sol gelé en permanence interdisait toute agriculture. Comme on n'a jamais vu 5 degrés en plus pendant l'histoire récente, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer avec une telle augmentation de température en dehors de ce que racontent les modèles. Mais à l'évidence, il s'agirait d'une modification majeure de notre environnement, et non d'une promenade de santé. À cause de ce caractère inédit qui empêche de savoir très à l'avance ce qui pourrait se passer, il est même possible d'affirmer que nous en allons avoir essentiellement des surprises, probablement plus souvent mauvaises que bonnes. Et avant. Après la formation de la Terre, l'atmosphère primitive qui est apparue sur notre planète, essentiellement comme conséquence du volcanisme, lui-même conséquence de l'énergie libérée au sein de la planète par la radioactivité naturelle des roches, alors beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, et du bombardement de la Terre par des corpuscules riches en eau, comportait essentiellement du CO2 et de la vapeur d'eau. Les planètes du même type que la Terre, on parle de planètes telluriques, par opposition aux planètes géantes telles Jupiter et Saturne, qui sont des étoiles avortées, qui ont une atmosphère mais qui n'ont jamais supporté la vie, en l'occurrence il s'agit de Mars et de Vénus, ont une composition de leur air qui est toujours très voisine de celle de l'atmosphère terrestre primitive, avec essentiellement du CO2. Avec beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère terrestre il y a quelques milliards d'années, l'effet de serre était donc bien plus important qu'aujourd'hui. Par contre, il y a quelques milliards d'années, le Soleil n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui, de telle sorte que la température terrestre n'était pas trop élevée pour permettre l'apparition de la vie. Le processus remarquable qui a fait que le CO2 a ensuite baissé, en même temps que la puissance du Soleil augmentait, et donc que la température de la surface de la planète est restée dans les limites compatibles avec la vie, c'est justement la vie. En effet, l'apparition dans l'océan il y a presque 4 milliards d'années d'algues primitives aptes à faire de la photosynthèse a permis l'existence d'une vie végétale marine qui a progressivement supprimé une grande part du CO2 de l'atmosphère qui se retrouve aujourd'hui dans le calcaire, c'est-à-dire dans les restes fossiles, les coquilles. Les micro-organismes passés, une toute petite partie a aussi donné du pétrole et du gaz, mais c'est ridicule à côté du calcaire. En même temps, cette photosynthèse enrichissait l'atmosphère en oxygène qui en compose aujourd'hui 20%, et qui ne pourrait rester à un tel niveau sans vie. C'est également la vie qui a permis l'apparition d'azote libre dans l'air que nous respirons aujourd'hui. Si nous revenons à notre problème de température, il est bien sûr pas facile de deviner ce qu'elle pouvait être à des époques aussi lointaines. La température qui régnait à la surface il y a 3 milliards d'années par exemple ne peut pas se déduire de mesures de manière commode, car l'essentiel de ce qui existait alors a depuis été enfoui au moins une fois dans les entrailles de la Terre à cause de la tectonique des plaques, ce qui a quelque peu perturbé l'information qui aurait pu être obtenue. Pour les fonds marins par exemple, il n'est pas possible d'obtenir des sédiments âgés de plus de 150 millions d'années. Passé ce laps de temps, ils ont été enfouis dans la croûte terrestre par le mouvement de cette dernière. Il est cependant possible de regarder comment la température a évolué depuis la disparition des dinosaures, à la fin de l'ère secondaire, il y a 67 millions d'années. Et il semble qu'il ait fait généralement plus chaud que maintenant, avec une moyenne qui a pu être jusqu'à 10 degrés plus élevée qu'aujourd'hui. Mais la variation ne s'est pas faite sur un siècle. Estimation de la température moyenne de la planète par rapport à aujourd'hui. Le zéro de l'échelle de droite représentant la température moyenne du dernier millier d'années.
Cette courbe a été obtenue par l'analyse des sédiments océaniques prélevés dans 40 lieux différents. L'axe horizontal du bas donne l'ancienneté par rapport à aujourd'hui en millions d'années. Attention, une graduation de l'axe du bas fait 2 millions d'années, à l'époque, et l'époque est d'autant plus ancienne que l'on va vers la droite. Rappelons que la moyenne planétaire est d'aujourd'hui de 15 degrés, mais que si nous faisions la moyenne sur le dernier million d'années, nous obtiendrons quelque chose de plus proche de 11 ou 12 degrés, car la Terre a été en période glaciaire l'essentiel du dernier million d'années. Voici encore un élément qui renforce l'idée qu'une élévation de température dépassant 5 degrés en 1 et 2 siècles serait lourde de menaces. Au regard des variations de température planétaire sur des périodes longues, il s'agirait d'une déstabilisation très brutale.